Nous avons été tellement heureux d'avoir réussi, soi-disant, que nous nous sommes ensuite déconfinés très rapidement, sans plan systématique, prudent. Ça a eu des conséquences à la fois sur le plan médical et sur le plan de l'état d'esprit aussi. Docteur Yochanan Manor, bonjour, Boker Tov. Shalom, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voulions terminer avec vous d'une certaine manière cette semaine qui va nous projeter vers le reconfinement, un reconfinement de 2 semaines en essayant d'avoir un peu votre avis avec un certain recul. La question que je voudrais vous poser ce matin, c'est comment en étant arrivé là, comment l'État d'Israël, qui était si bien parti dans la lutte contre le coronavirus au mois de mars et avril, eh bien, s'est retrouvé dans cette situation. Il y a 3 facteurs qui ont joué à notre désavantage. Le premier, c'est que nous avons été tellement heureux, nous, c'est-à-dire le gouvernement, l'ensemble de la société, d'avoir réussi, soi-disant, que nous nous sommes ensuite déconfinés très rapidement, sans plan systématique, prudent. Et ça a eu des conséquences. Et aussi à la fois sur le plan médical et sur le plan de l'état d'esprit aussi. Ça, c'est le premier facteur. La deuxième chose, c'est que quand nous avons déconfiné, nous l'avons fait sans plan, c'est-à-dire que nous n'avions pas les instruments pour pouvoir contrôler, parce que lorsque nous avons réussi ce premier confinement, et nous étions à quelques personnes par jour qui étaient considérées comme atteintes par le virus. C'était extraordinaire comme résultat, mais nous n'avons pas réfléchi à la manière de déconfiner sous contrôle, c'est-à-dire non seulement avec un plan, mais avec un plan fondé sur des instruments scientifiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement les données, bien sûr les données, mais surtout la mise en place d'un système pour isoler ceux qu'on constaterait qu'ils sont malades et de manière à éviter la diffusion Et ça a duré pendant 3 mois, presque 3 mois et demi, où nous étions dans l'incapacité d'exploiter comme il faut notre succès. Parce que nous avions l'esprit ailleurs, et surtout nous avions les moyens étaient inexistants. Alors, et l'idée, ce que le projecteur, ce que la personne en charge, le professeur Gamzo, a été chargé de faire, son système a été conçu qui est un système auquel on reviendra, mais quand on l'a enfin mis en place, et quand il a enfin dit, après 1 mois, après avoir été nommé, c'est 3 semaines après avoir été nommé, il est venu avec son système des Ramsor, c'est-à-dire des feux rouges, verts et oranges, suivant les localités, tout ça. Mais à ce moment-là, le nombre des malades était reparti de plus belle. Et donc, son système ne pouvait pas être mis en œuvre. Alors, d'autant plus que le mécanisme pour s'assurer que le mécanisme mis en place avec le Pikoud Haoref, avec la défense passive, si vous voulez, et l'armée, pour exploiter les informations et arriver à isoler les gens, ce mécanisme ne fonctionnera, ne sera opérationnel qu'au mois de novembre. Donc, on s'est trouvé devant une situation où on ne pouvait pas appliquer le plan proposé par le projecteur et il fallait faire face à une situation nouvelle, à savoir un nombre grandissant de malades qui menaçaient de paralyser totalement notre système de santé. Il fallait donc agir.
Donc, vous voyez, je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant l'élément majeur que tout le monde évoque, le politique, qui est sa part, à savoir le rôle de notre Premier ministre. Mais parce que, objectivement, c'est ce que je viens de décrire ne dépendait pas de lui. Maintenant, ceci dit, il a aussi une part. Et notamment, il a une part sur quelque chose qui s'est produit lorsqu'on a constaté l'écart entre la mise en place du projecteur, l'annonce de son plan et l'incapacité de la mettre en œuvre. Alors, à ce moment-là, la question de la confiance dans le public s'est faite. Et elle se combinait avec le manque de confiance à l'égard du Premier ministre. Et ça, c'est un problème qui existe indépendamment du problème objectif que je viens de décrire. Alors, est-ce que, d'une certaine manière, on ne peut pas aussi trouver des circonstances atténuantes à Binyamin Netanyahou, parce que, effectivement, si l'on voit ce qui se passe dans le reste du monde, eh bien, il y avait très peu de pays de référence pour essayer de savoir comment exactement gérer une telle situation. Et je voudrais que vous demandiez, vous n'avez pas mentionné un élément qui semble incontournable. Attendez, aussi. Avant d'aller sur d'autres éléments, laissez-moi répondre à votre question, qui est importante. Est-ce que Netanyahou avait des circonstances atténuantes, vu le fait que dans le monde, au fond, les choses se sont passées de manière similaire? Et puis non, juste Yohanan, parce que aussi, il faisait l'objet de pressions énormes de la part on va dire, du marché économique, de la part des ministres des Finances, de la part de ceux qui disaient que l'économie israélienne est en train de s'asphyxier. Oui, bien sûr, mais ça, c'est valable partout. Ça, c'est pas spécifique à l'économie israélienne. Bien mieux, notre situation était en fait était peut-être relativement moins mauvaise. Disons, pas meilleure, mais moins mauvaise, de ce point de vue-là. Donc, je reviens à l'élément, est-ce qu'il avait des circonstances atténuantes? Je l'ai mentionné qu'il avait des circonstances atténuantes. Ça ne dépendait pas que de lui. Mais ce qui se passe, excusez-moi, je suis obligé de fermer la porte ici. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'expérience dans le monde a montré que la crédibilité du gouvernement et de celui qui est à la tête du gouvernement était décisive, ou la crédibilité de l'organisme en charge de s'occuper, de traiter le problème. À Taïwan, c'est pas le gouvernement, c'est un organisme créé par le gouvernement qui a été en charge. Et il y a eu une maîtrise totale. En Nouvelle-Zélande, c'est le Premier ministre, la Première ministre, qui, elle, a été en charge et qui a pris des mesures drastiques, même lorsque l'épidémie ne commençait qu'à repartir un petit peu. Déjà, aussitôt, elle a pris des mesures. Parce que, donc, pour répondre à vos questions, il n'y a pas de circonstances atténuantes. En termes relatifs, c'est évident que le point d'interrogation à l'égard du Premier ministre joue un rôle très important et grippe l'ensemble des mécanismes mis en place pour pouvoir lutter contre l'épidémie. Évidemment, le Premier ministre n'est pas en tort lorsqu'il dit en fin de compte, c'est le gouvernement qui prend la décision et ce n'est pas les spécialistes qui vont décider. Souvent, les spécialistes, d'ailleurs, ont des recommandations contradictoires. Ça arrive très souvent. C'est rare que les spécialistes soient unanimes. Donc, c'est nécessaire de trancher. Mais le problème, c'est que le manque de confiance à l'égard du Premier ministre, à cause des affaires, à cause de sa mise en accusation, en examen, ça joue énormément, parce qu'on croit, on interprète beaucoup de ces décisions ou de ces propositions comme étant destinées d'abord à le sauver. Je ne suis pas aussi sûr que ce soit le cas. Mais il y a une atmosphère autour de lui qui a entamé considérablement son crédit. Alors, c'est absolument évident. Et je voudrais vous poser une question, parce que c'est aussi devenu incontournable dans le débat aujourd'hui, ces dernières semaines, on n'a pas cessé d'en parler.
de ces manifestations. Lorsque vous parlez de la confiance qui a été atteinte par l'opinion publique qui a d'une certaine manière perdu confiance en son leadership, est-ce que vous ne pensez pas que les manifestations, lorsque, on va dire, des Israéliens, des milliers et des milliers d'Israéliens, regardez chaque semaine, chaque samedi soir, regardez chaque samedi soir, des milliers de manifestants devant la résidence de la rue Balfour, est-ce que finalement cela n'a pas été une porte ouverte pour d'autres publics qui, d'une manière ou d'une autre, déjà n'avaient pas vraiment l'intention de respecter les mesures de restriction et de dire bon, mais on va dans le secteur arabe se marier massivement avec des grands mariages, chez les orthodoxes reprendre des grandes réunions avec avec les rabbins. Oui, je pense que vous avez raison. Je crois effectivement que ça participe de l'effritement de la confiance dans les positions, les décisions, la mise en œuvre des décisions du gouvernement. C'est délétère. C'est évident que ça influe sur chacun d'entre nous. Mais c'est pour ça que c'était devenu indispensable de faire une pause ou de trouver un système légal qui permet de limiter ces manifestations de manière considérable. Parce qu'évidemment, une partie du public, quand il a vu comment certains Haridim allaient à l'étranger en Ukraine auprès de la tombe, ça aussi, vous n'avez pas mentionné cela, mais c'est aussi un des éléments. Ça veut dire que c'est-à-dire, et là aussi, Yohanan, vous connaissez bien la société israélienne, ça veut dire que face à l'épidémie, à partir du moment où on est sorti de la première vague, on a vu, on va dire, chaque communauté, chaque tribu, comme le président de l'État les appelle, les fameuses 4 tribus de l'État d'Israël, les religieux, les sionistes religieux, les orthodoxes, les laïcs et les arabes, aller chacun de son côté en disant, on n'a plus vraiment besoin de respecter les mesures, chacun... moi, je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Ce n'est pas parce qu'on appartient ou certains, la société israélienne effectivement divisée, le président a simplifié en disant 4 groupes, en fait c'est plus que 4 groupes, mais peu importe. C'est vrai qu'il y a différents secteurs, mais ce n'est pas à cause de cela. C'est le sentiment général. C'est le sentiment général. C'est tout être raisonnable, qu'il soit haredi, qu'il soit laïque, qu'il soit arabe ou qu'il soit n'importe quoi, chaque personne raisonnable comprend qu'il y a quelque chose, il y a un manque de crédibilité. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce manque quand il y a un tel manque de crédibilité? Alors chacun, bêtement, de manière infantile, chacun fait comme il veut. C'est absurde. Il faut se ressaisir, il faut mettre un terme à tout cela. Et je pense que le meilleur moyen de mettre un terme à tout cela, c'est de le faire par la loi. Et par la loi, c'est ce qui a été fait. Enfin, c'est peut-être pas terminé, mais ce qui a été fait, en fin de compte, qui doit être fait aujourd'hui jusqu'à midi. Mm-hmm. Absolument. Il faut être dans un système. On ne veut pas un système de loi d'urgence, de décret d'urgence. Il y aura donc une loi d'urgence qui a été amendée. Et donc, c'est quand même sous le contrôle de la Knesset, mais ça va être fait. Et beaucoup de gens ont compris qu'il y avait des exagérations partout et qu'il fallait un terme à ces exagérations. Vous pensez, Yohanan, que ça sera ma dernière question, que ces mesures vont être suffisantes pour faire baisser cette fameuse courbe de la contamination? Je vais vous le dire. À mon avis, ce sera suffisant pour la réduire de manière substantielle, mais pas suffisante pour pouvoir mettre en œuvre le système qui va être prêt au mois de novembre. Parce que pour que le système qui va être prêt au mois de novembre fonctionne... Vous parlez, pour nos auditeurs, vous parlez de cette infrastructure qui a été confiée à l'armée visant à rompre justement cette chaîne de contamination. Absolument, c'est un système très complexe qui doit fonctionner très rapidement. Bah oui, mais ça fait déjà 2 mois qu'on leur a confié à l'armée. Non, oui, mais il n'était pas... il y a 2-3 mois, mais il faut beaucoup de personnel, et un personnel qu'il faut former, et un système d'information qu'il faut mettre en place, qu'il faut centraliser,
Et surtout qu'il faut le faire extrêmement rapidement pour pouvoir, et il faut ça aussi le prévoir, isoler des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Donc, ce système-là sera opérationnel, si Dieu le veut, comme on dit chez nous, au début du mois de novembre. Il n'est pas opérationnel encore. On peut peut-être avancer de quelques jours, mais il n'est pas opérationnel. Donc, lorsque dans 2 semaines d'isolement, nous verrons quelle est la situation, je ne pense pas que nous serons en mesure, parce qu'il faudrait que ce soit en dessous de 1000, enfin que ce soit quelques centaines. Dans 2 semaines, nous serons peut-être, dans le meilleur des cas, aux environs de 2000, 3000 par jour. Oui. Ce qui est très élevé. Donc, il va falloir continuer le confinement, mais peut-être en l'allégeant un peu. Mais c'est le scénario que je vois pour arriver à une situation où, dans 1 mois, 6 semaines, nous soyons en mesure de mettre en œuvre ce système que nous avons mis en place et qui sera opérationnel au mois de novembre. Maintenant, je peux vous dire qu'il y a d'autres pays qui ont fait l'expérience d'un 2e confinement. Par exemple, c'est l'État de Victoria, en Australie. Ils ont eu 2 mois de confinement total. Et ça a donné des résultats. 2 mois, pas 2 semaines. Eh bien, il va falloir donc s'armer de patience, en tout cas, et être à la fois discipliné et vigilant, et être encore bien. Il faut que chacun applique rigoureusement les mesures qui ont été indiquées pour chacun. Déjà, ça sera énorme. Et ensuite, il faut se mobiliser autour du programme que met en œuvre le gouvernement et arrêter de se disperser. Bon, nous savons qu'il y a des affaires, nous savons qu'il y a un procès, nous savons tout ça. Attendons, ça peut attendre 15 jours, ça peut attendre 1 mois. De toute façon, sa mise en examen sera officielle devant le tribunal au mois de janvier. On a le temps. Eh bien, Yohanan Manor, docteur Yohanan Manor, merci beaucoup pour toutes vos explications, vos éclaircissements. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite d'abord une bonne santé et aussi Khatima Tova, bonne année, Shana Tova. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Je vous remercie et bonne santé à tous les Israéliens et bonne santé à vous-même.